Alors non, je vais te dire, c'est que j'ai fait que de discuter. J'ai même pas vu les manuels hier, j'ai fait que discuter avec les patrons de groupe et après ce matin, je me suis même pas baladé, donc non, j'ai pas vraiment. Mais je serais curieux d'ailleurs, parce que c'est un match aussi. Surtout pas une minute de plus. Je fais de la radio en direct. Donc, si je dépasse, je me fais tuer. Donc c'est pas ça qui te... Ça va, c'est bon. Je te vois, donc tu me fais un geste au cas où. 5 minutes avant, je te Je l'ai pas vu, là. Je l'ai pas vu. Du coup, je n'ai rien vu. J'ai même pas traversé dans les stations passées. J'ai même pas été jusqu'à l'hôpital. Merci. Bonjour à vous. Est-ce que tout le monde nous entend? Oui, bien sûr. Bienvenue à vous sur le salon Équipe Auto. On est ravis de vous accueillir. Un salon en plus qui est aux premières loges d'une transformation radicale du marché. Et le véhicule d'occasion en est un des fers de lance, hein, on peut le dire comme ça. Je vous présente nos 4 invités pour en parler. Vincent Gors, directeur général d'Émile Frey, bonjour à vous. Et bienvenue sur Équipe Auto. Nicolas Leménian est avec nous également, directeur du véhicule d'occasion chez Renault. Nous sommes avec Manutea Dupont. Bonjour à vous, Manutea. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Auto One Group. Et Alexandre Rodriguez de 3D Soft, directeur général pareil. Ça va être assez intéressant d'en discuter avec vous parce que vous aidez les entreprises à transformer leur processus justement grâce au logiciel que vous concevez avec 3D Soft. Ça va être assez intéressant de voir comment on se transforme. D'abord, peut-être, venons avec ces 2 entreprises qu'on ne présente plus. Commençons par Renault. Renault qui se lance massivement dans le véhicule d'occasion, dans un marché qui est en pleine mutation, qui a été en pleine forme. Ça a été une petite révolution aussi pour Renault. Oui, vous l'avez dit en fait. Déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Vous l'avez dit, en gros, Clément, si on se jette dans ce marché-là, c'est bien parce qu'il y a une évolution du marché VO, avec un changement de consommation de nos clients qui souhaitent de plus en plus louer leur voiture et sont de plus en plus exigeants sur la qualité des VO pour se différencier de la concurrence. Et du coup, il était urgent pour nous de se lancer dans ce marché qui a évidemment plein d'avenir, puisque évidemment, si vous commencez à faire de la location, vous avez plus de rotation. Et donc, paradoxalement, dans un marché qui baisse, on a finalement une augmentation du nombre de véhicules à rénover. Et ça va s'amplifier. Et d'ailleurs, l'autre paradoxe, on en parle beaucoup dans ces 2 salons, c'est qu'au moment où on demande de renouveler le parc roulant, il a tendance à vieillir. S'il a tendance à vieillir, c'est peut-être aussi que l'occasion y est pour quelque chose. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Parlons-en avec vous, Vincent Gors, pour Émile Frey. Vous aussi, vous êtes lancé en urgence dans ce marché ou ça s'est fait tout naturellement? Ça s'est fait naturellement parce que pour le coup, le VO, c'est quand même un de nos 4 piliers et qu'on le travaille depuis très longtemps. Il y a bien entendu professionnaliser le métier du VO, comme l'a dit Nicolas. Il y avait aussi un challenge pour nous, c'était de retrouver de la capacité de service dans nos ateliers qui étaient régulièrement pollués par la rénovation des VO. Alors c'est quoi ces capacités de service? C'est retrouver des compagnons dédiés à nos clients finaux sur la mécanique et sur la carrosserie. Donc le fait de centraliser le reconditionnement sur des unités pour lesquelles on a besoin de compétences un petit peu différentes permet de dégager du service additionnel. Et ça a été une transformation importante à l'échelle de votre groupe? Retrouver votre adaptation à ce marché? Non, mais c'est une transformation qui est fondamentale. Alors nous, on est en train de construire à peu près 5 centres de 35 000 voitures. Donc ce sont des investissements très lourds, des embauches en nombre, de la formation. Oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Manutea Dupont, pour Auto One Group, on ne peut plus mettre de côté l'occasion, le marché de l'occasion. Alors nous, ça fait 10 ans qu'on existe et qu'on est effectivement depuis 10 ans focalisé sur l'occasion. C'est un marché qu'on connaît évidemment très très bien. Et il se trouve que ce qu'on voit, c'est évidemment l'énorme résilience, on va dire, de ce marché-là. On parle notamment, je pense, à l'intérieur de ce marché qui, évidemment, même actuellement souffre, puisqu'on a une décroissance du nombre de VN qui arrive et une obsolescence systémique qui arrive. Donc on voit effectivement le pool de véhicules baisse. Par contre, on va dire qu'il y a un marché qui est très dynamique pour tous les véhicules qui sont vendables. Oui. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce marché est très dynamique, aussi même avec un changement du type de véhicule qui est vendu, notamment avec effectivement potentiellement un vieillissement moyen et donc des nécessités de reconditionnement de plus en plus importants. Et je pense que c'est pour tous les acteurs qui arrivent à se positionner
systémiquement, structurellement là-dessus. Donc nous, c'est ce qu'on fait aussi chez Autohero, puisqu'on construit de la même manière que nos confrères d'Émile Frey et aussi de Renault aussi, on a des capacités Oui, on de vous production observe. partout. Exactement. Et j'ai entendu la présentation de la Refactory en Espagne, qui était très intéressant de voir justement des acteurs comme ça, qui sont des gros acteurs qui vont là-dessus. Donc nous, c'est pareil, on construit des capacités de conditionnement, et c'est un aspect évidemment très stratégique maintenant. Ouais. Comment on aide, Alexandre Rodriguez, toutes ces entreprises à se transformer? Parce que ça demande justement un changement de modèle pour beaucoup. Alors effectivement, le fait de reconditionner ces véhicules au centre d'une même usine s'accompagne nécessairement de la digitalisation des process afin de venir réduire au maximum les durées de stagnation sur toutes les ruptures de charge. Surtout, n'ayez pas peur de parler plus près du micro. On vous entendra encore plus fort. On a besoin donc, du coup, ça demande une digitalisation très importante. Pourquoi? C'est pas forcément si logique que ça quand je regarde ça de l'extérieur. Pourquoi aller sur le VO demande de digitaliser les process? Alors, pour une raison toute simple, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais sur une usine qui va centraliser tous ces métiers, on va avoir besoin de entre 15 et 20 intervenants différents qui vont aller de la phase en amont sur la partie logistique de transport jusqu'à la réception dans l'usine, dans le centre. Et derrière, il va y avoir une phase de production sur laquelle on va intervenir sur le véhicule et jusqu'à la restitution de ce véhicule avec une phase de logistique aval sur le transport vers le réseau primaire ou vers le client. Donc c'est une structure, en tout cas c'est un parcours qui est un peu compliqué et qu'il faut rationaliser forcément. Tout à fait. Toutes ces ruptures de charge vont induire des durées de stagnation. Et si elles ne sont pas digitalisées et monitorées, on va avoir un cadencement beaucoup plus lent qui va se faire et donc un lead time, une durée de prête à partir qui va s'allonger. Et ça va changer beaucoup de choses. D'ailleurs, parlons-en du côté de Renault. Concrètement, quels sont les nouveaux métiers que vous avez dû aller rechercher ou alors reformer pour être présent sur le marché de l'occasion? Alors, si on se concentre sur la factory, globalement, ça a été des nouveaux métiers pour nous, mais on a fait de la reconversion interne. C'était aussi un des projets, au-delà de rentrer dans l'économie circulaire avec le grand projet Refactory dont fait partie cette factory. On a évidemment formé les gens en interne sur différentes activités. D'ailleurs, on a découvert des compétences excellentes, notamment, je prends un exemple, du débosselage sans peinture, qui est finalement en plus qui rentre bien dans le concept de l'économie circulaire parce qu'on n'a pas de changement de pièces, etc. Et ça a été pour nous, on a formé plus de 200 personnes autour de la factory. Et aujourd'hui, on est relativement content du résultat. C'est un nouveau métier pour eux, qui est très différent de celui qu'il avait, un peu moins répétitif. Il y a une vraie fierté par rapport à ça pour atteindre justement la motivation des équipes. La formation est capitale dans la réussite du produit final, à savoir répondre à notre client en termes de qualité, coût, délai. Et ça, c'est un succès. C'est un succès qui va être grandissant. Alors on est encore, je dirais, c'est ce qu'on appelle, on aime bien l'appeler le grand laboratoire, puisqu'on teste plein de choses. Il y a des choses qu'on dit, d'autres qu'on ne dit pas évidemment, mais on n'a pas la prétention aujourd'hui d'être arrivé à la finalité totale de notre résultat, puisqu'on fait plein de petits réglages, puisque je rappelle qu'à la fin, il y a 3 personnes à satisfaire, le constructeur, le réseau de distribution et le client final. C'est ça. Et ce qui fait beaucoup de monde d'ailleurs. Parlons aussi des métiers. On a dit que ça demandait des conséquences très particulières. Est-ce que vous arrivez, chez Émile Frey par exemple, à recruter sur les spécialités qui sont nécessaires? Alors, nous, on connaissait les métiers parce que globalement, réparer une voiture, que ce soit dans un centre ou dans une concession, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est comme l'a bien dit Alexandre, c'est qu'en fait, le process, il est totalement séquencé. Et donc, on a des tâches qui sont simplifiées, notamment sur la carrosserie, où on est sur une production lean avec des gens qui poncent, des gens qui mastiquent, des gens qui peignent. Donc on arrive finalement à embaucher des personnes avec un niveau de compétence à la base qui est faible, voire nul, et à les reconvertir sur, dans un premier temps, des tâches relativement simples. Ça facilite le recrutement. Et pour le moment, même si on est quand même sur des effectifs à 100-150, on n'a jamais eu de retard dans nos projets. On a toujours réussi à recruter et à démarrer à l'heure. Donc ça veut dire que ce sont des activités qui attirent aussi?
Oui, parce que contrairement à l'image du vieux garage, les installations sont magnifiques. C'est des technologies qu'on ne retrouve pas dans des concessions habituelles. Les conditions de travail sont très satisfaisantes. Oui, pourtant, on a plutôt à Equipoto aussi une jolie image du vieux garage, mais c'est vrai que parler de futur et de la transformation, c'est magnifique. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. On parlait tout à l'heure de l'état du marché. C'est vrai que le marché de l'occasion récemment a légèrement baissé. Ça s'explique aussi, comme on l'a dit d'ailleurs, par le fait que la vente de neuf a baissé récemment et donc qu'il y a moins de neufs sur le marché, donc moins de jeunes occasions qui se retrouvent sur le marché. Est-ce que ça veut dire aussi que le marché de l'occasion va surtout vivre sur des véhicules d'occasion qui sont très récents, ou est-ce qu'on pense qu'au fur et à mesure, on va se diriger vers la vente de véhicules qui seront très vieux? Pour Émile Frey? Pour Émile Frey, globalement, les véhicules récents, il n'y en a plus beaucoup, puisque les immatriculations tactiques ont fortement réduit ces 2 dernières années. Juste vous donner un chiffre, ou 2 chiffres. Entre le moment où on a fait le cahier des charges du premier centre de reconditionnement, c'était il y a maintenant 3 ans et demi, et aujourd'hui, la moyenne d'âge du VO a pris 1 an et 12 000 km. Ça progresse vite? Ouais, ça progresse vite. Et chez Renault, c'est pareil? Oui, tout à fait. Alors déjà, faut bien comprendre que quand on parle d'un marché qui baisse, on parle de tout un marché. Absolument. Et qu'il y a toujours des parts de marché à prendre pour les professionnels, hein, comme Vincent notamment. Juste un chiffre, quand un marché qui baisse de 20%, nous on est étal. C'est-à-dire que le réseau Renault va livrer à peu près 180 000 voitures à particuliers, là on est à fin octobre, et dans un marché qui fait moins 20, donc ça montre bien, on est à moins 20% sur le moins de 2 ans, et on compense par des véhicules plus anciens. Et donc c'est pas parce qu'on a moins de voitures qu'on va moins livrer de voitures, et l'idée c'est bien d'allonger la durée de vie des voitures, et ça passera par le reconditionnement chez Vincent, chez Émile Frey, dans ce type d'usine, et puis chez le constructeur qui sera à la disposition des réseaux de distribution à proximité du bassin parisien de Flins, par exemple. Par exemple, à Flins, oui, pourquoi pas, visons bien. Manu Théa-Dupont, une surprise qui est apparue dans les mois précédents, c'est aussi la progression des véhicules, pour le coup, très vieux sur le marché de l'occasion, d'un certain nombre d'années. Comment on peut expliquer ce paradoxe, alors même que ce sont souvent des véhicules qu'on s'attendrait à ne plus voir rouler, comme ici par exemple dans les zones à faible émission ou dans les grandes villes qui sont concernées? Je pense qu'il y a 2 aspects importants qui sont passés en ce moment. Je pense qu'on a parlé de l'évolution du marché en volume, donc là c'est important. Il y a aussi le contexte économique global qui a beaucoup changé, et je pense que le contexte économique global a des tendances inflationnistes et évidemment des impacts sur le pouvoir d'achat de chacun. Donc nous, ce qu'on voit, c'est que en même temps, on va dire, on a une énorme pression sur certains véhicules qui sont très très recherchés, comme des véhicules électriques, comme des véhicules hybrides, mais il y a aussi maintenant des véhicules qui sont fortement kilométrés, qui sont diesel, oui, qui sont pas chers et qui sont très attractifs. C'est ça. Et ceux qui pourront plus rouler dans pas longtemps. Et principalement parce qu'ils sont encore adaptés dans beaucoup d'endroits en France. Ils sont très recherchés puisque effectivement, au final, il n'y a pas, on va dire, de réelle compétition à ces prix-là. Et évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Donc leur seul problème, ce sont les normes. Concrètement, ce sont les règles édictées dans les grandes agglomérations. Leur plus gros problème. Je ne pense pas que ce soit forcément une question de problème, c'est une question pour nous, une question de timing au bout d'un moment. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est qu'évidemment tout le monde est absolument conscient de la nécessité impérieuse de réaliser cette transition, évidemment. Cependant, ce qu'on voit, c'est les effets, on va dire, très potentiellement violents dans certains endroits. Quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter des véhicules et qu'effectivement on ne peut pas aller dans certaines zones et que les seuls véhicules disponibles sont des véhicules à 30 000 €, c'est compliqué. Donc du coup, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une transition qui soit la plus douce possible. Et c'est pour ça que nous aussi, évidemment, on pense qu'on est un acteur absolument clé, parce qu'effectivement, nous, on est en B2B et aussi on a énormément de choix aussi en B2C. On est là pour pouvoir vendre n'importe quel type de véhicule. Et ce qui est important, c'est que, moi ce que je pense fondamentalement sur le marché, c'est que les véhicules, plus on va les utiliser, plus cette transition sera douce,
et plus justement on aura un phénomène d'adaptation structurelle du marché qui va effectivement mettre les bons véhicules sur le marché à un moment donné. On a un parc aussi roulant qui vieillit, concrètement, ce sont les chiffres auxquels on a affaire aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi qu'on peut s'attendre par moment à avoir des véhicules de plus en plus vieux à reconditionner. Qu'est-ce que ça implique pour le reconditionneur, Alexandre Rodriguez? Alors concrètement, ça va être le même process qui va être suivi. Ça va être simplement un process qui va être plus long, avec plus de carrosserie, plus de débosselage. Parlez bien près du micro. Je vais y arriver. On va y arriver. Vous voyez la différence là? Oui, très bien. Donc ça va être plus long. Le process va être le même. Simplement, on va avoir plus de carrosserie, potentiellement plus de mécanique. Et à la fin, nécessairement, il y aura également un contrôle technique. Là où, sur les occasions plus récentes, ce ne serait pas la Sauf même. que ces différences de délai, de reconditionnement, par exemple, de durée ou alors de coût, ça complique encore l'organisation. Évidemment, il va y avoir un impact sur le lead time. Et donc, et comment on y répond alors? Pardon? Comment on y répond alors à cette complexification? Alors, il n'y a pas une complexité organisationnelle qui est différente. C'est simplement sur de la commande de pièces et sur de la main-d'œuvre où on va avoir plus de temps à placer. Et ça va avoir un impact léger sur le lead time. Ce qui vient impacter le plus de lead time, c'est les moments où on a une interaction humaine sur, par exemple, un accord sur un devis ou quelque chose comme ça. Manutea Dupont. Oui, moi je pense qu'il y a un impact fondamental, on va dire, du vieillissement des VO moyens pour le reconditionnement. Pour moi, je vois deux choses. C'est un, ça veut dire qu'il faut de plus que jamais bien acheter. Il faut bien acheter pour pouvoir justement avoir suffisamment de budget pour pouvoir faire le reconditionnement, et parce qu'il y a beaucoup de complexité à faire là-dedans. Et il y a un deuxième aspect, c'est intéressant, et d'ailleurs je sais qu'un de vos collègues chez Renault en parlait, il y a une notion aussi de type de qualité. Je pense qu'il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait différents types de qualité de véhicules qui seront sur le marché. Évidemment, qualité mécanique irréprochable pour tout le monde, oui, mais potentiellement, on va dire, des attentes du client qui seront d'un véhicule parfait proche du neuf, voire un véhicule qui sera un véhicule absolument un peu cabossé. Ouais, alors pour Émile Frey, pour aller on est exactement dans cette stratégie, c'est-à-dire qu'on a 4 niveaux de ce qu'on appelle des expertises. Les véhicules qui ont moins de 2 ans et demi, on les refait à neuf intégralement parce que le client s'attend effectivement à avoir une voiture qui, entre guillemets, qui sort d'usine avec de la pièce d'origine. Quand on est sur des voitures qui ont 6-7 ans, on fait ce que le contrôle technique nous demande avec de la pièce adaptable. Voilà. Donc avec effectivement c'est le même process, mais par contre le coût moyen de remise en état est nettement inférieur. Mais le niveau de préparation esthétique est le même. Parce que le client s'attend quand même à avoir un certain il a envie de rouler, évidemment, il veut que la qualité soit au rendez-vous. Si j'achète une Renault neuve aujourd'hui, on me propose différents niveaux de finition, par exemple différentes gammes. Est-ce que ça veut dire que l'occasion et le neuf auront les mêmes stratégies demain? C'est une très bonne question, merci. Je vais répondre justement, je vais compléter la question d'avant. Hein. L'idée, c'est de repousser de plus en plus, évidemment, le reconditionnement des voitures pour les vendre à particuliers jusqu'à une certaine limite. Il n'y a pas demain, les ventes à marchand ne vont pas disparaître. Nous, on a un standard à respecter. On s'appelle Renault Occasion et Renew maintenant, pour ceux qui n'étaient pas au courant. On a 4 standards, et notamment sur le VP. Donc, on a Renew Gold et Renew Start. Donc, on va peut-être décider, au lieu de faire une Gold sur une voiture qui a 3 ans, on va peut-être faire un Renew Start si on l'a, entre guillemets, soit mal repris, soit on a trop de travaux, soit etc. Et donc, on ne peut pas économiquement la vendre à particulier, même en la passant dans une usine de reconditionnement. Mais voilà, donc du coup, ça décale un peu tout ça, mais d'où l'important d'une refactory, parce que ça va permettre de rendre éligibles des voitures à des standards type Renew Gold, donc des standards très très exigeants en termes de qualité, qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas passé dans une usine de reconditionnement. Et à quel niveau du processus on va filtrer la voiture, c'est-à-dire choisir son standard de reconditionnement? À quel moment on le décide et sur la base de quels critères? Alors, il y a plusieurs critères. La première, c'est quel a été le prix d'achat au départ. Ensuite, il y a le niveau de remise en état, il y a le kilométrage, il y a l'âge, et en fonction de ça, notre client va avoir tendance à toujours vouloir prendre l'offre la plus qualitative, mais c'est bien tous ces paramètres d'entrée au départ qui vont faire qu'elle est éligible à tel ou tel système de remise en état, voire non éligible et renvoyée au client.
Et ça arrive aussi? Ça peut arriver, oui, parce qu'on se doit de respecter des standards. Et si économiquement, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas la vendre à particulier, c'est finalement le client qui va décider à la fin. Même si quand on achète une voiture chez Renault, on achète une voiture, c'est un peu différent des autres marques, évidemment. Mais voilà, donc on se fixe vraiment une limite pour répondre à l'ensemble des exigences et du label auquel on s'engage chez Renault. Et le retour client chez Émile Frey, pareil? Est-ce que les attentes, en général, c'est facile de répondre aux attentes du client du véhicule qui veut acheter un véhicule d'occasion, selon le niveau de finition, le niveau de reconditionnement auquel il aspire? Alors, on peut pas faire, enfin, à partir du moment où on est dans un processus industrialisé, on ne peut pas faire du à la carte. C'est toute la difficulté d'arriver à avoir un niveau d'expertise qui est quand même relativement limité, parce que parfois, les habitudes de vente dans le Nord ne sont pas les mêmes que dans le Sud, entre BM et Renault, là encore. Bon. Et on s'en rend bien compte quand on est partout comme Émile Frey. Voilà. Mais donc, bon, pour le moment, nous, le système qu'on a trouvé, comme je le disais tout à l'heure, c'est 4 niveaux. Très simple, c'est moins de 2 ans et demi, 2 ans et demi, 4 ans, 4 ans, 5 ans, et au-delà de 5 ans, il y a une limite kilométrique à 120 000 km. Et ça semble convenir à tout le monde. Pour l'instant, ça marche très bien. Est-ce qu'on a une visibilité sur l'évolution possible, comment dire, des demandes des clients pour le véhicule d'occasion dans les années qui viennent? Manuté Dupont. Alors, nous, on a une... oui, je pense qu'on... nous, on a... Une tendance, en tout cas qu'on voit, c'est aussi une notion, et évidemment je vais en parler, c'est la vente en ligne. On pense que, et notamment, pourquoi est-ce que c'est important? Je pense que sur ce dont on vient de parler, c'est que je pense que pour pouvoir avoir de retour, il faut être transparent. Et un des outils qui est transparent, c'est de dire exactement ce qui a été fait ou pas fait sur un véhicule et que justement la promesse client soit tenue. Et in fine, l'outil digital, nous en tout cas on le voit, on l'utilise beaucoup, c'est de permettre à un client de visiter en ligne. Et on a fait une étude récemment qui montrait que justement quand on posait la question de savoir qu'est-ce qui était le plus important en termes de facteurs de transformation d'achat, la visite physique du véhicule arrivait après par exemple le fait que le véhicule soit livré chez soi. Donc nous c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on voit en fait, c'est que il y a un mode d'achat des véhicules de manière générale, mais du VO en particulier, puisque on va dire, ce sont des véhicules qui sont livrables plus facilement en ligne avec des acteurs comme nous, par exemple, comme les constructeurs ne font pas tout de suite des VN en ligne actuellement. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'avoir une offre en ligne qui soit pertinente, ça c'est une tendance qui va effectivement augmenter et qui sera sous-tendue par des outils qui sont en train d'être construits actuellement, qui sont des outils numériques et des numériques, avec le client, mais aussi avec tout ce qui est organisation opérationnelle derrière. Et il y a un certain nombre d'innovations auxquelles on assiste en ce moment même, d'ailleurs depuis des mois, sur le carnet de santé des véhicules, telle ou telle donnée qui peut être mise à la disposition de l'acheteur ou du vendeur. Numérisation. Oui, la numérisation, et puis surtout après derrière aussi dans l'évolution clairement du marché, ça va être, je le disais en introduction, la location. C'est-à-dire que si on veut continuer à rendre accessible l'automobile et un automobile de qualité à l'ensemble de nos clients, on va clairement se diriger. Il faut savoir qu'en VO aujourd'hui, la location, elle est... Alors nous, on a, je vais donner, on a un pourcentage, on fait environ 15% des livraisons en location VO, j'entends, je ne parle pas de VN. Là. Absolument. Et on estime que d'ici fin 2024, on aura déjà doublé. Donc, comment ça s'explique cette tendance? Ça s'explique pour une raison simple, c'est que déjà, bon, on prépare de mieux en mieux nos voitures, donc ça coûte un peu plus cher. On a la hausse des prix de vente, on a la hausse des taux. Donc tout ça fait qu'à un moment, si on veut rendre accessible avec une mensualité, avoir un véhicule de qualité, il faut la louer, et puis dans une durée qui est raisonnable, mais la louer. Et rendre un certain nombre de flexibilité là-dessus. Ça, c'est clairement l'évolution de marché qu'on voit, et c'est probablement ce qui va se passer. Et c'est le pouvoir d'achat du client qui est le facteur le plus important en ce moment, aussi pour Émile Frey? Oui, concrètement, ça a toujours été ça, ouais, effectivement. Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle transformation du marché? Est-ce que l'accélération va se poursuivre? Est-ce que, par exemple, le marché de l'occasion va reprendre sa croissance dans les années qui viennent? Certainement, parce que de toute façon, le marché du VN, et là je pense qu'il faut plutôt demander aux constructeurs, mais il est durablement en dessous des niveaux qu'il avait atteints en 2019. Je crois que personne ne le voit au-dessus de 1,8 million aujourd'hui. C'est ça. Qu'on était à 2,1 millions, 2,2 millions. Et dans le même temps, les gens vont avoir besoin de mobilité, donc il va falloir accélérer la rotation.
Maintenant, effectivement, là, on est dans une période qui est compliquée avec une problématique de pouvoir d'achat. Mais, et l'occasion a toute est justement là pour y répondre. Exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater cela. Est-ce qu'on peut arriver facilement à faire la différence entre les entreprises qui ont pu s'adapter à cette transformation et celles qui ont pris un peu plus de retard? Est-ce que vous l'avez remarqué, Alexandre Rodriguez? Alors de mon côté, effectivement, il y a de ça 3 ou 4 ans, je ne pensais pas qu'il y aurait ce besoin de centre de reconditionnement comme il y a aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 ans, il n'y avait pas de produits adaptés à la gestion et à l'organisation d'une usine sur le marché européen. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns et on compte parmi nos clients une dizaine de sites en France et dans les dom-toms, là où concrètement, il y a de ça 4-5 ans, ça n'existait pas. Et il y a une tendance lourde pour les groupes à de plus en plus centraliser ce reconditionnement du VO. Oui, et ça c'est assez important. Est-ce qu'il risque aussi d'y avoir des dégâts dans la filière, par exemple, certains acteurs qui n'auront pas pu profiter de cette tendance et qui passeront à côté? C'est une possibilité, Manutea Dupont? Moi, je pense que, bon, évidemment qu'il peut toujours avoir des problèmes. Je pense que ce qu'on voit actuellement, c'est structurel, c'est certain. Pour 2 raisons. C'est que les gens investissent vraiment sur des sites, des savoir-faire, et effectivement, c'est quelque chose qui va se passer. Ça se passe alors qu'on a besoin d'allonger la durée de vie aussi, parce que voilà, pouvoir d'achat, mais pas que. Il y a aussi transition écologique. On sait que les VO économie circulaire, c'est pas, bon, on dit, je pense, un petit mot. Par contre, ce qui est certain, c'est que je pense que au final, tout le monde aussi se rend compte que le VO, c'est quelque chose de profitable aussi, et qui contribue largement, on va dire, à la profitabilité du groupe et sous-tend des temps difficiles quand il n'y a pas de VN. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte et qui du coup se jettent dedans à long terme, certains. Si on essayait de conclure avec chacun d'entre vous d'ailleurs, quelle est la priorité pour un entrepreneur, une entreprise qui se positionne dans le reconditionnement dans les années qui viennent? Quel est vraiment le domaine, l'aspect à ne pas manquer? Pour moi, du reconditionnement, c'est qualité, coût, délai. À partir du moment où on veut réduire les coûts, sachant qu'il y a quand même de la logistique additionnelle, il faut investir. À partir du moment où on investit dans des technologies, notamment sur la carrosserie, qui permettent de faire de la productivité, ça veut dire qu'il faut faire du volume. Oui. Donc se dire qu'on va lancer une usine de reconditionnement avec quelques centaines de voitures, j'y crois pas vraiment. Donc il faut vraiment trouver une taille critique. Après, soit avec son propre groupe, soit avec l'apport de volume extérieur. Oui. Mais pour moi, cette taille critique, elle est fondamentale quand on veut se lancer dans le projet. Il faut avoir des muscles. Ouais. En tout cas, il faut avoir les moyens. Renault en a. Renault en a. Alors, l'idée, c'est que ça répond un peu à la question d'avant, et je complète ce que disait Vincent, c'est que si on veut réussir demain, il faut juste anticiper le marché et les comportements. On vendait un VN, puis un VO dans le réseau, puis on ne la voyait plus. Comme on l'a dit, demain, le marché, même avec une baisse forcément du marché VN, le marché VO peut s'accélérer dans les réseaux de distribution parce qu'on va en vendre plus, on a plus de rotation. On va trouver petit à petit dans les réseaux des véhicules qui ont 4, 5, 6 ans, même en location dans les années qui viennent. Et donc, d'où l'idée aussi de faire des usines de reconditionnement pour pouvoir libérer aussi de la place dans les ateliers. Donc voilà, ça c'est un exemple type de... Voilà, il faut préparer l'avenir, que ce soit par le constructeur ou par le réseau eux-mêmes. Ça s'appelle de l'anticipation et c'est la seule façon de bien gérer l'avenir et de faire en sorte que ça se passe très bien. Sauf que, Alexandre Rodriguez, vous nous disiez il y a quelques instants qu'il y a 5 ans, on n'avait pas forcément anticipé toutes les évolutions auxquelles on assiste sous nos yeux. Non, clairement. Et donc, chaque projet de centre de reconditionnement doit s'étudier de façon approfondie. Un centre de reconditionnement, ce n'est pas un gros garage. Il y a toute une partie logistique et de digitalisation des process qui doit être pensée. Sinon, on va reproduire les problèmes qu'on a déjà dans le reconditionnement des VO à l'intérieur des ateliers. Et c'est important justement de les éviter. Le mot de la fin, pour vous, Manutea Dupont? Moi, je suis bizarrement assez d'accord avec tout le monde. Digitalisation, évidemment, anticipation. Je pense que c'est très important d'avoir du volume.
Moi, je voudrais finir par le fait aussi de parler sourcing. Je pense qu'il ne faut pas rater aussi la stratégie de sourcing. Tout le monde charge les produits et évidemment, c'est Savoir d'où il vient, ce qui lui est arrivé, à quel moment il a eu un changement de moteur. Et en trouver au bon prix, je pense que c'est quand même pas mal aussi. Et ça, ce sera très important. C'est d'ailleurs là-dessus aussi qu'un certain nombre d'entreprises en ce moment innovent. Merci à tous les quatre. Merci à vous. D'avoir présenté cette nouvelle ère du véhicule d'occasion, du reconditionnement. Vincent Gors, directeur général d'Émile Frey, Nicolas Leménian, directeur VO de Renault, Manu Théa Dupont, directeur général d'Auto One Group, et Alexandre Rodriguez, directeur général de 3D Soft. Merci à vous.